Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo où nous allons parler d'un film qu'on a vu hier et qui est sorti au cinéma la semaine dernière, à savoir L'année du requin des frères Boukerma. Chanteur générique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Petite minute pour le sponsor. petite minute pour le sponsor. Vous avez besoin de vidéos de qualité, vous avez besoin de vidéos pour vos mariages, pour vos entreprises, vous avez besoin de vidéos tout à fait exceptionnelles. N'hésitez pas à contacter EK Productions. Voilà, je vous mets le mail. Et pour les 5 premières personnes à envoyer un mail, vous aurez 10% de réduction sur votre devis final. L'année du requin, c'est un film réalisé par les deux frères Boukerma, à qui l'on donne notamment Teddy. C'est un film avec Marina Foy, Cadmerade et Jean-Pascal Zadi. Et c'est un film français. Pas mal, non? C'est français. C'est un film qui est aussi entre comédie et drame, mais on en reparlera plus tard. Alors, Oh, you touch my tra-la-la. vous prenez le plus grand film de tous les temps, Les Dents de la Mer. Vous copiez le scénario, sans vergogne, C'est du vol et du plagiat. ce qui fait que l'histoire est très bien. Parce que forcément, le scénario des Dents de la Mer est génial. Et qu'est-ce que ça vous donne? Bah c'est de la merde quoi. Genre on peut pas dire autrement quoi. C'est une catastrophe, et même plus qu'une catastrophe. À ce niveau-là, ça devrait être interdit par le CNC quoi, de produire une telle merde. Non mais, enfin genre vraiment... Oui, je suis d'accord, là, je te Non mais suis. on est à un niveau où en fait... Je sais pas comment expliquer. Bon, on commence avec les points positifs. Parce que j'ai noté quelques points positifs. Ouais, j'ai pris des notes. Non mais on en est là. Le film m'a tellement traumatisé que j'en ai pris des notes. Donc point positif numéro 1, la musique. La musique est vraiment cool. Et surtout elle est vraiment bien utilisée, tu vois. Genre elle est pas... c'est pas ouais je mets de la musique juste pour mettre de la musique. Non 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 non, elle est utilisée à bon escient, pour bien faire peur ou pas. Et puis petite mention spéciale pour La Kiffance, qui en vrai rajoute un petit plus quoi, c'est le 8 Ça de fait l'ITS. vacances, quoi. Ouais, ça fait vacances quoi. Donc ça va bien avec le thème. Donc musique, ok. L'histoire, bon, ben, comme dit, c'est l'histoire des Dents de la Mer quoi, un peu retravaillée, 2-3 personnages qui changent un peu, on change le sexe du personnage principal, mais sinon dans l'ensemble, ok, pourquoi pas. Il y a plein d'hommages aux Dents de la Mer, notamment Il nous faudrait un plus grand bateau, qui est un hommage direct à une séquence des Dents de la Mer. D'ailleurs, si vous voulez que je vous refasse une vidéo beaucoup plus complète que celle que j'avais faite sur les Dents de la Mer, n'hésitez pas. Parce que franchement, moi ça me ferait plaisir. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire si vous voulez. Et moi, je vous ferai une vidéo de 20-30 minutes dessus, ou plus si vous voulez, ou moins si vous voulez. Il y a quelques hommages aux Dents de la Mer qui sont vraiment bien placés, qui sont très intelligents dans la manière d'être. Il y a un plan de paysage comme ça. Le personnage joué par Marina Foy, donc Maja, est en train de rouler comme ça, au bord de la mer. Et en fait, on voit la mer à travers la vitre de sa voiture. Et la vitre de sa voiture est baissée comme ça. Donc, et avec la forme de la vitre de la voiture. Alors oui, il va y avoir quelques spoils. De toute façon, c'est un film que je vous conseille pas de regarder. Bon, maintenant, on peut passer à la partie que j'ai hâte. Donc j'ai hâte. Les points négatifs. JP mode gros bâtard. Non mais vraiment, genre vraiment, j'ai regardé le film et j'ai fait mais pourquoi? Parce que, en fait, quand tu fais un remake de film pour lui rendre hommage, soit tu le fais en gardant l'esprit et tu réussis à faire un truc plutôt bien, soit tu fais un copier-coller, mais normalement t'as pas trop de défauts, tu vois. Ouais. Donc on va prendre un exemple, film de requin. Tu fais The Meg, alors c'est pas le chef-d'œuvre de l'année, mais c'est pas non plus une grosse bouse quoi. Il y a des points intéressants, franchement bon, c'est un bon film d'action avec Jason Statham quoi. C'est pas un chef-d'œuvre absolu à voir quoi, mais bon, pour te divertir, pourquoi pas. Et puis à côté, bon, tu veux faire un film parodique, bah tu fais Sharknado. Alors, tu poses ton cerveau, hein. Sharknado c'est simple, hein. Le pitch, c'est une tornade dans laquelle tu as des requins qui sortent de la tornade et qui tuent les gens, quoi. C'est aussi simple que ça, et une famille qui est menacée par ça, un classique, et qui en fait, là où est le génie de Sharknado, c'est que c'est un film pensé comme un nanar, mais fait par des mecs qui savent faire des films.
Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. Et donc en fait, tu as vraiment un côté... Alors le scénario est bidon, les acteurs sont des acteurs de nanar, mais en fait, tu regarderas, il est à la fois super mal fait et à la fois super bien fait. Parce que, ils vont te mettre des... Genre, le requin va être super mal fait, mais par exemple, la tornade va être super bien faite visuellement, tu vois. Donc, il y a un vrai côté où on mixe les deux, et en fait, c'est fait de manière intelligente. Alors, je vous dis pas de regarder Sharknado, hein, ne perdez pas votre temps non plus sur ça. Mais, voilà. Ça c'est un exemple de ce qu'ils auraient pu faire. Non, eux, ce qu'ils ont voulu, c'est faire un remake comique d'un film qui est parfait, mais j'aurais dit ok. Le problème, c'est qu'en fait, en cours de réalisation, les deux frères, ils ont hésité entre la comédie et le drame. Sauf que quand tu fais une comédie et quand tu fais une drame, quand tu fais une parodie et quand tu fais un thriller, c'est pas le même style de réal, quoi. Donc, faut le définir dès le début, ça. C'est pour ça que, bon, on vous parle de tous les genres, les films où il y a plusieurs genres qui se regroupent, et vous le verrez sur cette vidéo que j'arrête pas de teaser. Oui, tu peux avoir plusieurs genres pour un film, mais il va y avoir un genre principal où les autres vont suivre. Prenons une comédie horrifique. Le genre principal reste le film cinéma d'horreur, avec des touches d'humour pour te faire rire, ou pour te faire au moins un sourire. L'exemple parfait, on en avait parlé dans la vidéo des films sur Noël, c'est Anna et l'Apocalypse. Ça, c'est une comédie horrifique qui mixe quand même 5 genres, quoi. Donc c'est une comédie horrifique de Noël, musicale, avec des zombies. Mais quel est le principal thème du film? C'est l'horreur. Là, en fait, le choix du thème fait que le film est raté. Non pas parce que les mecs sont pas doués, parce que, en vrai, je pense que les mecs sont doués et qu'ils savent faire des films, il n'y a pas de problème. Mais là, en fait, ils n'ont pas su le genre qu'ils voulaient faire. Et du coup, on oscille entre les genres. Bon, il y a plein d'autres problèmes, on le verra après, mais c'est un problème qui est très marquant. En fait, quand vous regardez le film, moi j'ai passé mon temps à me demander dans une comédie ou dans un film dramatique. C'est pareil. Voilà. Et surtout qu'après, j'ai envie de te dire, dans comédie, j'ai rigolé à aucune vanne. Ouais. Il y a juste un clin d'œil que j'ai bien aimé. Lequel? La chocolatine. Ouais, puis si par contre, ça je l'ai pas mis dans les points positifs. Mais quand ils te disent la chocolatine, mais après toutes j'ai les autres beaucoup vannes, apprécié. genre. Mais c'est ça que je cherchais. Je crois que c'est dans la bande-annonce, donc ça spoil rien, tu sais, les Parisiens, ça pue. Ouais. C'est de la merde. Ah non, mais l'humour ne fait pas rire. Oui, L'humour on est ne fait d'accord. pas rire. Soit il est pas juste, soit... En fait, le vrai problème, c'est les personnages. Et on en a parlé sur une vidéo précédente. Pour qu'une comédie réussisse, il faut que le personnage soit bien écrit. Si le personnage n'est pas Et bien là, écrit... les personnages, ils sont mal écrits, du coup. Les personnages sont ultra mal écrits. Les personnages, ils sont chiants, quoi. C'est tout. Ils sont chiants, ils sont... En fait, on a l'impression que les personnages sont des mix de plusieurs catégories de personnes. Ils n'ont pas de personnalité propre, quoi. Un point négatif, les acteurs. Genre vraiment, il n'y a aucun moment où j'ai envie d'être dans ce film, quoi. Genre où j'ai envie de me plonger dans ce film, tu vois. Contrairement aux Dents de la Mer. Les acteurs sont pas ouf, incroyables dans les Dents de la Mer. Et pourtant, tu t'identifies à eux parce que c'est Monsieur Tout-le-Monde. C'est le fils de l'Amérique. Le casting est loupé. C'est un fait, c'est tout. Et le casting n'est pas... À la rigueur, Marina Foy est moins mauvaise que le reste. Alors là, moi je l'ai trouvé mais nul. Oui, mais elle est moins mauvaise que les autres, tu vois. Ah non, mais Les autres sont tellement mauvais, ouais. tu vois. En fait, j'ai trouvé catastrophique et les autres ultra catastrophiques. C'est ça. Alors, un autre point pareil, la voix off, avec une espèce d'accent qui est chiante. Mais alors, non mais, j'aime beaucoup la voix off dans les films, notamment parce que Truffaut l'utilise de manière En fait, exceptionnelle. Ils ont voulu nous faire rire avec cette voix off, je pense. C'est loupé. Ah mais elle fait pas rire, oui, c'est clair. Elle fait pas rire, j'ai l'impression que c'est du foutage de gueule d'un accent du sud pourri, puisque c'est pas ça. Oui, mais et justement, en fait, c'est aussi un problème du film, c'est l'accent. Ils forcent l'accent, je trouve. Tu vois, genre, un gars du sud n'aura pas un accent vachement marqué. Tu vois, genre, on peut prendre un exemple. Dans Pile, il y a un personnage qui a un accent vachement marqué. Mais, c'est pas... En fait, c'est ironique, c'est dans le personnage, c'est bien caractérisé. Là, en fait, non. L'accent va pas. On a l'impression que déjà, te mettre un accent de Marseille pour des Bordelais, bon, merci 5 minutes. Et encore, c'est même pas un accent de Marseille, quoi, c'est un accent, je sais pas ce que c'est. Je sais pas trop ce que c'est, mais il est éclaté l'accent. Il est éclaté, ouais. Et non, mais, et puis la voix off, non. La voix off,
il faut qu'il y ait une utilisation intelligente de la voix off. Que ce soit En fait, parce là, que... tout le film, tu pouvais le faire sans voix off. Hein. Bah bien sûr, il sert à rien la voix off. Quand François Truffaut l'utilise dans certains de ses films, c'est de manière intelligente. Ça va être dans... par exemple, dans L'Enfant Sauvage, c'est le professeur qui écrit ses mémoires. Et du coup, donc il note toutes ses remarques sur l'enfant sauvage, dans son une espèce de livre de bord, et du coup, là, l'utilisation de la voix off est très intelligente. La voix off, c'est un outil. Comme tous les outils de cinéma, il y a la bonne utilisation et il y a la mauvaise utilisation. Et quand c'est mal utilisé, c'est dérangeant, c'est chiant, et en plus, ça te sort complètement du film. Et là, c'est le cas. Les trois sont marqués. Parce que ça n'a aucun intérêt, la voix off. Ouais, ok, c'est un personnage, on apprend à la toute fin du film qui c'est qui parle, déjà on sait pas qui c'est. Tu donnes pas un... Genre regarde, début de Ratatouille, ça c'est moi, ouais je suis un rat, blabla et tout, hop, ben là tu sais qui est-ce qui parle. Là non, pendant tout le film tu te demandes qui est le putain de con qui est en train de parler quoi. C'est pas un con mais qui est le putain de mec qui est en train de parler, et tu sais pas qui c'est, donc t'es en mode, mais putain mais je veux savoir moi. Et ben tu sais pas parce que le réalisateur a décidé que les réalisateurs ont décidé que tu le saurais pas. En fait, quand tu fais du cinéma d'horreur, le but quand même, c'est de provoquer au moins un dégoût, au minimum un dégoût, voir si c'est de l'épouvante, un peu de faire flipper un peu le spectateur. Au moins le surprendre, voire vraiment le faire flipper. Là, le seul passage qui va bien, c'est quand le requin attaque la cage, il y a un moment où t'es un peu surpris, et mais bon, c'est pompé sur Steven Spielberg, donc forcément c'est très bon, mais sinon tout le reste n'est pas bon quoi. La réal, ouais, pareil, tu vois, je te disais, c'est copié sur les Steven Spielberg. En fait, tu prends ce qu'a fait Steven Spielberg, t'enlèves le talent, t'enlèves la manière de filmer, et ça te donne l'année du requin. Donc du coup, bah, c'est la merde quoi. Genre, un exemple, la scène de la plage. Il te refait un remake de la scène de la plage ultra culte où en fait le requin est en train d'attaquer les plages d'Amity Bay dans les Dents de la Mer. Et ben en fait, ça marche pas quoi. De un, parce que tu flippes pas, t'as pas la tension qui est mise. L'espèce de maire de la ville là, Oui. qui porte son espèce de protection pour le Covid, là, l'espèce de beau parisien. Oui. Ça, c'est typiquement le genre de truc qui aurait pu amener de l'humour si, en fait, on l'utilisait pour soit rire, soit en rire, soit je sais pas, tu vois. Là, non. En fait, il y a un mec... Tu sais que pendant tout le film, je me suis demandé pourquoi il portait le truc. Hein. Il porte C'est une protection. Il porte une protection anti-Covid parce que ça se passe en 2021, l'histoire, ou 2022. Mais... on n'a aucune idée de pourquoi il le porte, de qui. Et pourquoi c'est le seul? Mais c'est oui, surtout ça le truc. C'est ça, personne n'a de masque, personne n'a de rien. Il y a juste un mec avec sa visière anti-Covid là. On sait pas pourquoi. Ça aurait pu être très marrant, tu vois. Mais il n'y a eu aucune tentative. Il y a un personnage qui est là, qui a une caractéristique et dont on se sert pas. Il ne sert à rien ce mec. Bon après ceci dit, le maire des Dents de la Mer ne sert pas à grand chose aussi. Mais le maire des Dents de la Mer est ultra caractérisé, on sait pourquoi il ne veut pas intervenir, on sait que c'est juste une question de business, voilà quoi. Pareil, tu vois. Les genre... gars du business, ils l'ont calqué aussi. Oui, mais bien sûr, ils l'ont calqué. Mais en fait, c'est vraiment, ils ont calqué les Dents de la Mer, en changeant 2-3 persos, en changeant 2-3 situations, en mettant ça, mais il n'y a pas vraiment d'inventivité, il n'y a pas de truc. Steven Spielberg adapte West Side Story qui est un chef-d'œuvre absolu, et je suis un fan absolu du premier West Side Story. Donc forcément, moi qui suis fan de Spielberg et de West Side Story, j'y vais avec beaucoup d'inquiétude, mais aussi beaucoup de confiance, parce que Steven Spielberg n'est pas n'importe qui. Steven Spielberg réussit quand même un trait de génie, rendre une copie meilleure que l'original, qui est déjà un chef-d'œuvre absolu. Je ne sais pas comment il a pu rendre... le 2 Le 2, je l'ai, ouais. Ok. Je me le suis payé, ouais. Cadeau d'anniversaire de moi à moi. Ah, comment me remercier? Spielberg, il réussit à rendre hommage au premier, tout en transposant, en gardant l'histoire dans les années 60, mais en transposant les situations et les personnages à notre situation actuelle. Et en identifiant en fait ces personnages, en les mettant à jour, et surtout en traitant de sujets propres au monde moderne.
vous regardez Allociné, vous regardez n'importe quel site de notation, vous regardez Rotten Tomatoes, vous comparez les notes des deux films, bon c'est simple. Steven Spielberg qui adapte West Side Story, on est à du 7 ou du 7 sur 10 en moyenne. L'année du requin, les frères Boukerma qui adaptent Les Dents de la Mer, on est à du 2 ou 3 sur 10. On est à ce niveau-là. Ouais. Donc en fait, on n'a pas aimé, mais tout le monde n'a pas aimé. On n'est pas Ah ouais, les seuls. non, j'ai regardé, il y a plein de gens qui n'ont pas aimé. Payer 10 balles Oui. pour aller voir ça, c'est une honte. Mais c'est une honte. Parce que t'as des gens, ils vont se dire tiens, je vais faire un petit kiff avec mes enfants, je vais aller leur montrer l'année du requin. Parce qu'en plus, la bande-annonce est bien faite. Bah, la c'est ça le bande-annonce, problème. c'est le truc le mieux fait de tout le film. Mais c'est la bande-annonce qui nous a donné envie. Oui, en vrai, au début j'hésitais, je me suis dit ouais ça va être une parodie un peu merdique. J'ai regardé une deuxième fois la bande-annonce, ça m'a fait un peu sourire, je me suis dit bah pourquoi pas. Moi, la bande-annonce, je pensais qu'on allait partir sur un... Vraiment... Bah en fait déjà, la bande-annonce et le casting, je disais on va partir sur un gros film comique avec un requin, ça peut être rigolo. Mais tu vois, Pas du tout. tu donnes le scénario et tu donnes l'histoire et tu donnes le titre et tout, tu le donnes à Mel Brooks, ça sera une parodie des Dents de la Mer, ça sera incroyable. Mais vraiment incroyable, tu vois. Genre, parce que Mel Brooks, c'est celui qui a fait La folle histoire de l'espace, qui est une parodie de Star Wars, de Star Trek et tout, de plein de films de science-fiction, qui est mais à mourir de rire. Quand il fait Dracula, mort et heureux de l'être, pareil, une parodie du Dracula de Coppola, pareil, c'est à mourir de rire, pareil, tu vois. Il réussit même en prenant les producteurs, mec. Genre, les producteurs de Mel Brooks, c'est l'histoire de producteurs véreux de comédie musicale de Broadway qui décident de faire une comédie musicale qui s'appelle Le Printemps d'Hitler et qui raconte l'histoire d'Adolf Hitler, quoi. Genre en comédie musicale. Et comme ça va être un bide, ils vont se faire un fric monstre. C'est ça le synopsis d'un des films de Mel Brooks. Il est incroyablement drôle, tu vois. Genre, Mel Brooks, il te prend le truc, il te fait un putain de film, tu vois. Genre vraiment, il te fait une putain de parodie incroyablement drôle. Mais bon, tout le monde n'est pas Mel Brooks. Je te l'accorde, on n'est pas Mel Brooks, je ne suis pas Mel Brooks, tu n'es pas Mel Brooks. On n'arriverait pas à faire un truc de ce niveau-là. On n'a pas essayé. Oui, mais on n'essaiera même pas parce que le niveau de Mel Brooks c'est pas du tout. Et en fait, Mel Brooks c'est un mec qui est complètement fou et quand tu vois ses films, ils sont dinguissimes, ils sont géniaux. Mel Brooks. Bon, si vous voulez entendre parler de Mel Brooks, je vous conseille d'aller voir La Manie du cinéma, elle fait plein de vidéos dessus. C'est une grande fan de Mel Brooks. Et elle est fan de deux grands réals, elle est fan de Méliès et fan de Mel Brooks. D'accord. Il y a un truc, il n'y a pas de mouvement. Genre la caméra est toujours statique. Genre ça va être le personnage qui arrive, paf, qui rentre dans le plan. C'est mal fait, c'est même un étudiant d'école de cinéma ne ferait pas ça. À bien des égards, la tâche du critique est aisée. Nous ne risquons pas grand-chose. Et pourtant, nous jouissons d'une position de supériorité par rapport à ceux qui se soumettent avec leur travail à notre jugement. À part si, il y a un mouvement qui est génial. C'est le mouvement dans le supermarché qui est d'ailleurs dans la bande-annonce, où on voit tous les personnages qui sont en train de... Tous les mecs dans le supermarché, les acheteurs qui sont en train de regarder vers la droite. La caméra se décale de la gauche vers la droite en travelling latéral. Et on arrive sur Maja, donc jouée par Marina Foy, qui est en train d'acheter des tonnes et des tonnes et des tonnes de viande pour capturer. C'est du poisson. Ouais, du viande de poisson, j'en sais rien. Elle a vidé le stock de poissons du supermarché. Ouais. Ce mouvement est super intelligemment fait et vraiment très bien, tu vois. Ouais. Je vais vous dire, il y a des... J'ai mis 0, hein. J'ai même hésité à mettre 3 parce qu'en vrai, il y a des bonnes idées, tu vois. Tout n'est pas à jeter, il y a loin de là. Le problème, c'est que quand tu as un film qui te promet une telle expectation et que tu te retrouves avec un film de merde, genre, on va prendre un exemple. On va prendre Aladdin, le film avec Kev Adams. Le film, tu sais que ça va être de la merde, tu sais que tu vas pas rire, ou alors c'est pour des blagues bof, mais tu le sais. On est dans un film qui te vend du rêve, et où tu te fais avoir, parce qu'en fait, mais le rêve, c'est la poussière, quoi. C'est de la poudre de perlimpinpin. Entre ça et je sais pas moi, je suis sûr, je l'ai pas encore vu, mais je suis sûr que même Jurassic World 3 est meilleur que ça. Et apparemment c'est de la merde. Mais je l'ai toujours pas vu, donc bon, je peux pas juger. On vous parlait des plans où il y a les personnages qui rentrent dans le plan comme ça, et où c'est nul parce que c'est mal cadré et tout.
il y a un autre type de truc qui m'énerve. On est en gros plan incessant. Le gros plan, c'est chiant. Le gros plan, c'est fait pour attirer ton regard sur quelque chose. Si tu n'arrêtes pas d'attirer le regard du spectateur sur quelque chose, eh ben, le spectateur sera perdu. Donc ça ne sert à rien de le faire. Là, en fait, on a pas une série de gros plans qui, en plus, en fait, est combinée avec un deuxième problème. Vous savez, quand on fait de la vidéo, quand on fait de la photo, il y a ce qu'on appelle les objectifs photo. Pour résumer, un objectif photo, ça marche de manière un peu classique. Je vais perdre la moitié des personnes, hein, c'est très simple. En fait, on les mesure en millimètres. Donc en fait, on va dire ça va de 10 mm à 100, 200, 600 mm. Je ne sais pas s'il y a plus grand ou plus petit, mais normalement, moi, ça me semble un peu compliqué. Et en fait, quand on est dans les côtés 10 mm, donc dans les petits, on est dans ce qu'on appelle un grand angle. Le problème d'un grand angle, c'est que le visage va pas être ultra détaché du reste du corps. Et en fait, du coup, on a pendant tout le film, ils ont tout filmé au grand angle. Du coup, on a le visage qui est énorme, le cou qui est plus petit, du corps qui est un peu plus petit. Donc il y a un problème de proportion pendant tout le film qui est ultra dérangeant et qui fait qu'on se dit mais putain, mais pourquoi t'as pas pris un 35 mm comme tout le monde? En fait, ça me dégoûte parce que j'ai plein de potes qui me disent le cinéma français c'est pourri et tout. Ben forcément, si tu produis ce genre de film... Ouais, c'est ça en fait. C'est un vrai argument. Quand d'un côté t'as une boîte noire qui sort, qui est un vrai thriller, putain de thriller incroyable, tu vois. Français. Quand même La Nuit du 12, oui. On l'a pas aimé. À côté, La Nuit du 12, c'est bien. Aimé. À côté, ouais. La Nuit à du 12, côté, c'est La Nuit chef-d'œuvre, du 12, tu lui oui. mets 20 sur 20 à côté de celui-là. Quand à côté de ces films, plus ou moins bien, tu vois. Tout La Nuit du 12, on l'a pas défoncé, on Non, a juste donné notre avis en disant que... On a dit qu'il y avait des points négatifs, c'est non plus un échec, quoi. Quand à côté de ça, tu as L'Année du requin, tu comprends pourquoi tout le monde crache sur le cinéma français. Parce que si c'est ce genre de film qui représente le cinéma français, on est dans la merde. Alors là, par contre, l'affiche est super représentative du film. C'est de la merde. C'est aussi simple. C'est vrai que l'affiche, ils sont pas cassés les pieds. Quand tu as l'affiche des Dents de la Mer, où tu as la nageuse là qui est en fond, il faut que j'arrête de parler des Dents de la Mer. L'affiche des Dents de la Mer, où tu as le requin qui est en train de monter depuis les profondeurs pour aller attaquer la nageuse qui est en train de nager au-dessus là. Tu sais que ça va être un putain de film avec la nature contre l'homme, quoi. Tu le sais. Jurassic Park, c'est ça. Je parle plutôt des vieilles affiches parce que les affiches modernes sont un peu toutes pareilles. Il y a la mode là où on met le maximum d'acteurs parce que les acteurs sont payés un cachet et puis vu le talent qu'ils ont, il faut forcément les mettre sur l'affiche. Tu as par exemple une affiche comme La Nuit du 12 est 10 fois plus intelligente en mettant la victime et en nous montrant un peu comme comme l'assassin, quoi, d'un certain côté, parce qu'elle se retourne vers nous un peu choquée. Voilà. Ça, c'est intelligent. À côté de ça, on a cette affiche. Ça ne sert à rien parce que de toute façon, c'est pas ce qu'on va voir. Il y a aussi un truc, on n'a pas parlé, mais il y a un passage où... alors c'est un peu dans le désordre parce que les idées viennent un peu comme ça. Il y a un passage où le couple se retrouve dans une espèce de camping et où la femme fait un cauchemar, tu vois. Oui. Où elle s'imagine que tout le monde veut l'attaquer et tout. Parce que justement, elle a laissé échapper le requin et qu'il a tué d'autres personnes. Ben ça, je trouve ça très intelligent. Tu vois, ça, je trouve ça très intelligent. Il y a la scène hommage, en fait, il y a une scène hommage où elle descend dans la cage. Toute ressemblance avec une scène des Dents de la Mer est purement fortuite. McGregor aussi, il va dans la cage. Elle descend dans la cage, on voit le corps du gars là, joué par Jean-Pascal Zadi. Le corps à moitié déchiqueté qui bute contre la cage. Avec une espèce d'effet raté qui fait qu'au lieu de te faire flipper, t'es juste en mode ben ok, il y a le corps, quoi. C'est dégoûtant. C'est tout, quoi. Les Dents de la Mer, comment est-ce que ça commence? Sur noir, générique, les fonds marins, la musique de John Williams, tan 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 tan. Oui. Tu vois? Oui. Ces notes oppressantes et qui font une magnifique courbe sur ma timeline. Le générique qui commence, tandis que le requin en fait il est représenté par la caméra. La caméra c'est le requin et qui est marqué par le fait qu'il y a la musique. Tandis que la caméra du coup se balade dans les fonds marins, tu vois. Puis
Premier plan, extérieur nuit, nous sommes sur la plage, et un groupe de... Alors je vais oser le mot hippie, c'est pas vraiment des hippies, mais un groupe de jeunes un peu en marge de la société, sont en train de s'amuser et tout. Et il y a une des filles qui drague un mec, et puis ils partent tous les deux ensemble. Ah oui. Et puis le mec a du mal à la suivre, elle s'échappe, elle se déshabille entièrement, elle plonge nue dans l'eau, et elle commence à nager. Et puis soudain, en fait, on se retrouve au fond de l'océan, la musique, on se rapproche de ses jambes, on se rapproche d'elle, plan moyen sur elle, qui est en train de nager, en train de rire et tout, et là, tac, elle sent un truc, surprise, deuxième truc, nouveau surprise, tac, et elle se retrouve ensevelie, sous l'eau, elle est morte. C'est aussi simple que ça, en 3 minutes, Spielberg te décrit une situation idéale, une situation idyllique, et te la défonce en tuant le personnage. Pareil, on est sur la plage, mise en situation, les gamins sont en train de jouer dans l'eau, soudain on voit une espèce de forme un peu bizarre qui s'approche d'un groupe de jeunes, on se dit putain c'est le requin, t'as un peu la musique et tout, on se dit putain c'est le requin, et en fait non, c'est un vieux avec un bonnet un peu dégueulasse, et qui finalement sort de l'eau, il s'adresse, il va voir le chef, il les regarde, il discute, il essaie de plaisanter avec lui, l'autre trouve qu'il est ridicule. On a toute une série d'événements qui sont marqués, quasiment pas de musique, t'as même pas de musique en fait, t'as pas juste du bruitage naturel, les différents personnages sont montrés, au loin un gamin qui est en train de nager sur une espèce de bouée gonflable, un matelas gonflable jaune, puis soudain il y a un peu plus loin un personnage, une fille là qui se retrouve soudain ensevelie sous l'eau. On se dit putain elle s'est fait attaquer, non en fait c'est son petit ami qui la prend sur ses épaules, qui a nagé sous elle et qui la prend sur ses épaules, et puis voilà, et puis soudain la musique, la musique de John Williams, toujours aussi stressante, aussi oppressante, aussi présente. On voit là sous la mer, caméra sous la mer qui avance vers le matelas, et puis soudain plan d'extérieur, des cris, on voit le gamin qui essaie de se débattre, la mer qui commence à se colorer, et puis plus rien. Et la mer toujours aussi colorée, le gamin a disparu. Tout le monde panique, tout le monde sort de la mer, et là, en fait, on a la mère de l'enfant qui court vers la mer, qui se rend compte que son fils n'est pas là, qui court vers la mer et qui gueule le nom. Et là, on a la mère qui renvoie le matelas un peu ensanglanté. Il a fallu à peu près, je sais plus si c'est 4 ou 5 minutes cette séquence, pour t'instaurer encore la peur. Et ça, c'est génial. Si ça vous intéresse, vous me le dites. J'essaie de trouver l'année du requin quand elle sortira. Et je vous ferai un comparatif des scènes. Et en fait, vous verrez 2 leçons. Une leçon de ce qu'il faut faire, une leçon de ce qu'il ne faut pas faire. En fait, soit tu fais un remake, tu montres que c'est un remake, mais tu le fais bien. Soit tu fais un hommage parodique, et tu reprends les scènes cultes, mais en les détournant. Franchement, ça vaudrait vraiment le coup. Je pense vraiment que Les Dents de la Mer pourrait être ultra drôle en remake parodique. Il n'y a qu'à voir le début de 1941, où c'est la même actrice qui pareil, il nage et tout et se fait attaquer, l'une par un requin dans Les Dents de la Mer, l'autre c'est un sous-marin japonais. Dans l'un, on est dans le thriller horrifique, dans l'autre, on est dans la comédie parodique. Dites-moi en commentaire si jamais ça vous intéresse, je voudrais vraiment avoir votre retour. Et si vraiment ça vous intéresse, je ferai un comparatif des scènes de manière Spielberg et manière Boukerman. Et croyez-moi, ça peut être très intéressant. Je vous le déconseille, on vous l'a dit. Si jamais vraiment vous avez du temps à perdre et que vous dites « Ouais, je veux voir pourquoi JP a dit que c'est de la merde », ben, regardez-le, hein. Mais franchement, n'allez pas payer. Si jamais plus tard vous êtes sur Canal et qu'il y est, et que vous voulez vraiment le tenter, bon, je ne comprends pas, mais allez-y. Pour conclure, parce que ça fait quand même 50 minutes qu'on tourne, même si l'épisode fera peut-être 25 minutes, donc vous emmerdez pas à le regarder, quoi. On aurait pu faire une vidéo de 5 minutes pour dire ne le regardez pas. Mais je pense que ça vaut le coup d'expliquer pourquoi, tu vois. D'expliquer en quoi c'est un mauvais film, en quoi c'est mal fait, et en quoi vous perdriez votre temps à le regarder. Tu vois. Parce que c'est bien de dire, tu vois, c'est pas bouéen, le film est nul, tout ce que tu veux, ok c'est bien.
Si tu l'expliques, si tu le dis sans l'expliquer, ça n'a aucun intérêt. Donc je préfère vous l'expliquer pour que vous compreniez pourquoi je dis ça. Et j'espère que vous ne le tenterez pas, parce que sinon, bon courage. On l'a vu pour vous, donc on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos.